aimer le film. On est ravis ce soir d'accueillir Jacques Doyon dans le cadre de sa rétrospective donc, qui a lieu toute la semaine ici au MK de Beaubourg. On espère que vous avez plein de questions à lui poser et on le remercie vraiment d'être là ce soir, c'est un grand plaisir. Et je vous demande voilà, de l'applaudir encore une fois. Bonsoir, je représente Malavida ce soir, je suis la programmatrice. Juste un tout petit mot pour rebondir sur ce qu'a dit Jeanne. Vous allez avoir la chance de pouvoir découvrir les autres films de Jacques qui sont donc Les Doigts dans la tête, La Drôlesse et La femme qui pleure au MK de Beaubourg. Et on compte évidemment sur vous pour faire passer le mot si vous avez aimé le film, car c'est grâce à vous ce soir que l'on peut continuer à sortir des films comme ça. Donc merci beaucoup et sans plus attendre, Jacques, je vous passe le micro. Oui, moi le film est très ancien, je l'ai revu une fois parce qu'à un certain moment, il y a eu un peu de l'argent de l'État, Providence, pour faire en sorte que le film soit restauré. Donc il a fallu que je voie le film fini de travailler pour valider l'étalonnage notamment. Voilà. Mais j'avais forte tendance à ne jamais revoir un film, et donc j'ai vu ce film qui date de 84, si je ne dis pas de bêtises. Oui, qui date de 84, et je l'ai revu il y a quelques mois, voilà. Et je ne l'avais pas revu, et je n'ai pas été désespéré en le revoyant. Voilà, donc j'espère que le désespoir chez vous ne vous a pas saisi non plus trop fort. C'était un film avec... c'était les années bénies où je pouvais faire certaines années, je pouvais faire 2 films dans l'année. Donc cette année-là, j'avais fait 2 longs métrages. Donc c'est le deuxième. Donc il commence un petit peu tendu, comme le film précédent que j'avais fait pendant l'hiver, et puis il se détend malgré tout relativement en cours de route. Voilà. Que vous dire d'autre? C'est peut-être quelques questions. Absolument, je vais passer le micro aux personnes qui veulent poser des questions à M. Jacques Doyon. Alors, il ne faut pas être timide, il faut profiter de l'occasion. Mais cela dit, moi, Jacques, j'aimerais bien vous poser une petite question. Voilà, je vais commencer, parce que hier, vous avez fait une très belle intervention en Reflet Médicis, et vous évoquiez quelque chose d'assez amusant, c'est qu'à savoir, parfois, avec vos acteurs masculins, parfois, ça vous pose un petit peu plus de problèmes d'obtenir ce que vous vouliez en tant que metteur en scène pour vos acteurs masculins. Et je me demandais, par exemple, comment ça s'est passé avec Samy Frey sur le tournage. Ça s'est passé plutôt bien au final, si ce n'est que les prises, et souvent les premières prises, où j'avais le sentiment que le contrôle qu'il avait sur la prise était peut-être un peu trop grand et qu'un peu de liberté me manquait. Donc quand on arrivait, après quelques prises, à un peu plus de liberté, un peu plus de fantaisie, un peu plus ça me plaisait davantage. Ça ne me plaisait pas toujours plus, par exemple, c'est très anecdotique, mais la scène où il trace la figure en patin à roulettes, Samy est un très grand sportif, donc le vélo, il est très fort à vélo, il est très fort à ski, il est très fort à patin à roulettes, il est très fort vraiment. Et je trouvais cette prise un peu plus amusante, un peu plus intéressante, et par le fait que, étant brillant sur ces rollers, là, il pouvait de temps en temps chuter. Quand j'ai été coupé à la fin de cette prise-là, il s'est précipité à moi en disant « C'est cette prise que tu as choisie, hein, bien sûr, je me suis tombé. » Et effectivement, c'est la prise que j'ai choisie parce que il me semblait que ce père
pouvait chuter de temps en temps et que symboliquement, c'était pas plus mal que ça pour le film. Et la prise était plus amusante. Voilà. Non, la complication que j'ai eue avec Samy sur ce film, et ça s'est passé plutôt bien, plutôt très bien même, c'était que il me semblait que le dernier acte, l'acte qui se passait dans l'hôtel à Madrid, que cet acte-là, on ne le maîtrisait pas. Jean-François Goyer, qui était le père, qui est le père de Mara Goyer, lui et moi, on pensait que tout ce qui était avant, donc les 4/5e du film, comme on tournait dans la chronologie, donc scène 1, scène 2, scène 3, scène 4, je pensais et on pensait que ce serait bien d'attendre d'arriver à Madrid pour profiter de la vie du film, des rapports entre ce père et cet enfant, et son enfant, enfin, en tant que personnage. Il me semblait que c'était enfin, qu'on en saurait plus et qu'on écrirait mieux le final. Donc j'ai toujours dit pendant tout le tournage à Samy que la dernière partie n'était pas écrite. Samy ne me croyait pas. Il pensait que la dernière partie serait quelque chose qui ne lui serait pas favorable, enfin pas favorable à son personnage. Donc en fait on a attendu effectivement l'arrivée à Madrid et le dernier soir, avant de tourner ce final, on avait des petites idées sur ce final, mais c'était pas à ce point boulonné, voilà. Donc on a écrit avec Jean-François la dernière partie en 5-6 heures, le dernier soir précédant le début de ce tournage dans l'hôtel, voilà. Sinon, c'est un film qui a été fait avec beaucoup de liberté parce que c'était a priori un film de télévision. C'est devenu, grâce au peu de goût des producteurs de télévision, c'est devenu un film de cinéma. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire le film et comme le film avait été quasiment pas préparé, c'était la SFP du moment qui composait le film et le directeur de production avait jugé que de ne pas laisser un assistant repérer le chemin jusqu'à Madrid, notamment, ne pas vérifier si la voiture qui avait déjà quelques années était en état de fonctionner ou non, ça fait que voilà, je suis arrivé sortant de Cannes où je présentais le film qui avait été tourné l'hiver, je suis arrivé et il n'y avait rien, aucune préparation. Donc on a tout tourné en sauvage, sans aucune autorisation sur ce parcours, et donc on laissait l'équipe de la SFP jouer aux boules, et picoler, j'espère, un petit peu d'alcool anisé, et nous, avec deux voitures, la voiture du tournage et les deux acteurs, plus Jean-François et moi, et une personne image et une personne au son, on allait chercher un décor en marge de la route principale jusqu'à Madrid. Et on n'a pas été embarrassé par la maréchaussée espagnole du moment, parce qu'on était toujours sur des routes parallèles, secondaires, et donc on tournait, aussitôt que, après 10 minutes, un quart d'heure, un petit bout de décor nous paraissait suffisant, sachant qu'on tournait souvent dans la voiture, voilà, on tournait, et donc on a fait le film à très peu de techniciens, l'essentiel du film. Et les gens de TF1 ont détesté les premiers jours de tournage. Alors, ça s'expliquait pour une raison aussi, c'était que le Steadicam, qui est une espèce d'appareil un peu curieux qui permet de tourner, je veux dire, à la main, mais
espèce de machin, de corset, je ne sais pas comment dire, de harnais, oui. De harnais, voilà, de harnais, c'est le mot. Et c'était le début de ce système-là qui faisait qu'on s'en servait. On s'en servait à ce moment-là beaucoup, uniquement pour les plans de couloir, pour les plans d'escalier, pour des plans très très précis. Et comme la préparation était nulle et que le temps était compté, j'avais demandé à l'opérateur, Steadicam, qui venait d'apprivoiser la bestiole, je lui ai demandé s'il se sentait de faire tout le film au Steadicam. Donc tous les plans sont faits au 25 mm, avec une caméra qui est un peu donc flottante, d'autant que c'était le début du Steadicam, donc il n'était pas encore très perfectionné. Puis l'opérateur commençait à s'en servir, mais je ne savais pas s'en servir si bien que ça. Mais il s'en est servi plutôt bien. Mais voilà, donc on l'a amené jusqu'à Madrid, et je reviens sur les gens de TF1, qui sont descendus au 3 jours en disant mais c'est quoi ce tournage, c'est quoi ces plans, comment vous pouvez tourner ainsi? Alors je leur ai dit que je voulais bien discuter avec eux, mais que d'abord il fallait réparer la voiture parce qu'elle était déjà en panne, et qu'ils poussent la voiture, et quand ils auraient poussé la voiture, on pourrait commencer à discuter. Alors ils n'ont pas poussé la voiture, ils ont voulu discuter, je leur ai dit bah, écoutez, la chose la plus simple, faites le film, vous êtes trois, parmi vous trois personnes descendues, 2 réalisés, donc faites-le, payez-moi, je vous donne les clés du film, et puis les clés de la voiture qui ne marchent pas, par parenthèse, et puis je monte. Donc ma réaction ne leur a pas plu du tout, et quand le film a été terminé, ils m'ont regardé avec un sale œil, et le regardant avec un sale œil, pendant 1 an, j'ai bien compris qu'il sortirait 1 ou 2 ans plus tard, entre le 20 août et le 31 août, le plus tard possible. Alors, je suis allé voir, j'ai demandé un rendez-vous à Langue, et puis, pour lui dire, TF1 ne veut pas de ce film, est-ce qu'on pourrait le sortir en salle, parce qu'il y a quelques exploitants qui nous le demandent. Alors, Langue, c'est un peu fâché en disant, mais il y a une loi qui est toujours la même d'ailleurs, à savoir que un film de télévision ne peut pas sortir avant en salle. J'étais avec le producteur du film, et en sortant, je dis, bah, donc, on sort le film. Il m'a dit, non, puisqu'on n'a pas le droit. Je dis, mais si, parce que dans le pire des cas, on aura un procès de langue, et comme on n'a pas d'argent, on n'a pas fait la promotion du film, ça nous fera un peu de pub, et puis, voilà. Et dans le pire des cas, le film sortira en salle et deviendra un film de cinéma. Donc il est devenu film de cinéma, alors que c'était un film tourné en 35 mm, heureusement. Pour un film de télévision, on ne tournait pas les films de fiction en 35 mm. Je ne sais pas pourquoi il doit en 35 mm. Est-ce que je voyais déjà le refus des gens de TF1, le refus de langue? Est-ce que je voyais tout ça? Je ne pense pas du tout. Mais voilà, le film est devenu un film de cinéma, un peu comme La Tourdesse, qui fait partie des 4 films restaurés. Devait être un film de télévision, et puis Contamine, le directeur de France 3 du moment, avait dit que c'était une obscénité folle, ce film avec un type de 20 ans qui kidnappe une fille de 11 ans, que c'était absolument dégueulasse, et qui n'était pas question qu'elle le produise. Donc il est devenu aussi un film de cinéma. Donc là vous voyez des films de télévision qui n'ont pas pu. Je pense qu'on a une leçon de vie, au-delà d'une leçon de cinéma avec vous, Jacques, ce soir. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur ce que Jacques a dit? Non. Alors, moi je vais faire question pour un champion. Qui a remarqué une jeune actrice qui fait ses débuts dans le film? Ah, il y a des observateurs. Est-ce que quelqu'un veut poser une question à Jacques par rapport peut-être à Julie Villeneuve? Je voulais savoir pour le casting. Ah, attendez, j'arrive. Vous êtes au fond de la salle, alors va. Oui, j'aurais aimé que vous nous parliez un peu du casting, justement, pour ce film-là, parce que je sais que pour un autre film, vous aviez envisagé Catherine Deneuve, c'était pour... Oui, enfin, là, c'est le seul film avec enfant où je n'ai pas fait de casting.
parce que Jean-François était un ami d'assez longue date. Il avait été aussi mon stagiaire au montage, et puis assistant. Et sa femme était devenue assistante à son tour de certains de mes films, et puis monteuse. Elle a monté d'ailleurs 5 ou 6 de mes films. Et on s'aimait beaucoup, on se voyait beaucoup, on est même parti en vacances ensemble. Enfin bon, ça fait que quand cette possibilité de film est venue, je n'avais pas du tout le temps de lancer un casting. Et je me suis dit, mais ça n'a pas d'importance parce que Mara va être très bien. Donc ne nous embarrassons pas. Mara sera très bien et sera d'autant mieux que son père, qui ne faisait pas n'avait jamais écrit l'ombre d'un début de scénario, que son père deviendra co-scénariste, mais surtout dialoguiste, et pourra dialoguer sa fille. Enfin, dialoguer sa fille, c'est-à-dire lui voler le plus de choses possible. Donc, j'avais le meilleur espion possible dans cette construction, et moi j'ai plus travaillé le personnage de l'homme, et Jean-François a bien plus travaillé et volé le personnage de Mara. Voilà. Donc, oui, c'est une proposition qui est arrivée rapidement, que j'ai acceptée tout aussi rapidement, si ce n'est qu'il n'y avait pas le temps de lancer le moindre casting. Et Samy me paraissait tout à fait idéal, et je pense qu'il est tout à fait idéal, effectivement. Enfin, c'était un bon choix, et le choix de Mara aussi. Si ce n'est que, ce qui était intéressant, c'était que Mara, Jean-François était son père sur le tournage, et Mara avait du mal à imaginer un père de substitution devant son père qui était en présence avec moi sur le tournage. Donc c'était un peu compliqué de temps en temps des rapports avec Samy, qui n'avait jamais eu d'enfant et qui n'en aura d'ailleurs pas par la suite. Donc ça fait qu'il y avait un père qui n'était pas vraiment un père et une enfant qui ne voulait pas de ce père. Voilà, enfin je simplifie beaucoup. Donc ça a été parfois un tout petit peu compliqué entre eux, mais cette petite complication fonctionnait bien avec le scénario. C'était aussi un tout petit peu le point de départ du scénario, et donc on a beaucoup utilisé comment ça s'est passé entre eux pour écrire le dernier acte. Voilà. Mais je n'ai pas répondu à votre question sur le casting et sur... pardon, j'ai oublié la question que vous me posiez précisément. C'était en effet une question sur le casting de façon générale, et on se demandait comment est-ce que vous avez repéré la jeune Juliette Binoche. Alors, c'est très... Enfin, ça s'est passé de façon aussi très curieuse, parce que je cherchais une enfant enfin une jeune adolescente ou une enfant de 13-14 ans, comme on voudra. Et puis est arrivée Juliette Binoche, que je ne connaissais pas, qui avait travaillé un peu, mais pas tant que ça. Moi, je n'avais jamais vu jouer. Et elle n'avait pas l'âge, elle avait 17-18 ans. Et moi, donc je lui dis, je suis désolé, mais ce n'est pas utile de faire cet essai, puisque ce n'est pas votre âge qui est recherché. Elle m'a dit, j'aimerais quand même faire un essai, si vous me permettez de faire un essai. J'ai dit, oui, bien sûr. Et l'essai était absolument admirable. Donc, après l'essai, j'ai compris que reprendre un peu le scénario et vieillir un peu et faire bouger un peu les dialogues de cette fille n'était pas un vrai problème. Ça aurait été tout à fait stupide de passer à côté de cette fille qui était absolument... enfin, l'essai qu'elle avait fait était absolument formidable. Bonjour.
bonsoir et bravo surtout. Moi j'avais une question parce que le film est, bon, il est époustouflant. C'est on sent que c'est très écrit. Je travaille dans le cinéma, donc je sais que c'est très difficile de tourner avec les enfants et pourtant c'est à la fois très écrit et en même temps il y a une fraîcheur incroyable. Et je voulais savoir comment vous faisiez. En plus, vous avez parlé de la dernière partie qui a été écrite au dernier moment. Est-ce que vous passez par beaucoup de mise en place et de répétition ou au contraire non, vous filmez pardon, je vais vous couper. Je dirais, il n'y a pas de répétition, jamais, mais il y a beaucoup de prises. Ah, c'est ça, Et quand vous me dites ce que j'entends, et c'est pas totalement faux pour beaucoup de gens, que c'est compliqué de tourner avec les enfants, moi je trouve ça je trouve ça très facile. Et si j'ai fait autant de films avec des enfants, c'était certainement parce que non seulement j'ai jamais eu d'accident avec eux, mais je trouvais que si on ne se trompait pas sur l'enfant, tout enfant ne peut pas jouer, mais tout sur l'enfant, si on faisait des castings assez longs, si on était sûr de son choix, pour autant que ces enfants de 4 ans, de 7 ans, de 10 ans, de 12 ans, est-ce que vous pouvez être sûr du choix. Mais si vous aviez confiance quand vous voyez cet enfant-là et que vous disiez c'est lui, c'est elle, déjà vous accordiez beaucoup d'importance à l'enfant et si vous pensiez que c'était lui et que c'était elle, l'enfant déjà, c'était peut-être un peu plus lui, un peu plus elle que ce qu'on aurait pu imaginer. Voilà. Donc ça fait que j'ai fait beaucoup de films avec des enfants parce que ça me semblait une grande facilité. On n'était pas... J'ai jamais été un marionnettiste, c'est-à-dire que les sentiments à 4 ans, quand je tourne pas net, sentiments de jalousie, d'abandon, de tous les sentiments de peur, tous les sentiments. Un enfant de 4 ans, c'est autant que nous, ce sentiment. Ils ont vécu moins souvent que nous, mais je n'ai pas eu à expliquer un sentiment jamais à un enfant. Donc c'est une telle évidence, c'est assez curieux de se voir montrer du doigt comme une espèce de cinéaste infâme par des gens qui ont passé leur vie à étudier Freud et tant d'autres. Donc je dis mais c'est aberrant quand même. Donc la confiance dans les enfants a toujours été très grande de mon côté. Le plaisir de tourner avec eux était très grand. Et en retour, j'ai eu beaucoup de plaisir des enfants à s'amuser à jouer. Et puis, avec des films très écrits, qui n'étaient pas improvisés. Parce que quand on parle je vais dire des choses peut-être qui ne vont pas vous plaire, mais quand on parle de Truffaut, qui m'a beaucoup aidé comme cinéaste de l'enfance, il n'y a qu'un film avec vraiment des enfants, c'est le film Argent de poche, et les enfants, on les laisse dans une situation et on ne travaille pas avec eux. Parce qu'on n'a pas confiance dans la possibilité de travailler avec eux. J'ai toujours pensé que tourner d'enfants, ça signifiait travailler avec eux et qu'ils s'amusent dans ce travail-là. Avec la force, ils pourraient travailler autant, si ce n'est mieux parfois, que certains adultes qui ont du mal, surtout quand ils ont une assez grande notoriété, ils ont du mal à accepter des prises et de travailler donc ils ont du mal à accepter le travail tout simplement. Et puis il y a du côté de l'interprétation, c'est-à-dire en plus de ça se passe comme ça, c'est ce sentiment-là que tu joues, c'est ces mots-là que tu vas dire, c'est tout mis en place comme avec n'importe quel... Enfin, l'âge, pour moi, n'a pas d'importance. 4 ans, 70 ans, c'est le même travail. Mais avec la force en plus du fait que, du côté de l'interprétation, par-dessus ce qu'il y a à jouer, par-dessus les sentiments, par-dessus les implications, par-dessus le tout, il y a le fait qu'on filme des papillons. C'est imprévisible. Alors qu'avec Tartampion, grand comédien français, quand on a vu 2 films de lui, on a vu 35 autres. Et au 38e, on sait ce qu'on va voir. Alors, on peut peut-être aller voir un acteur parce qu'on sait ce qu'on va voir de lui. Et on aime tellement ça qu'on peut revoir la même chose tout le temps. Donc c'est pas impossible.
moi, ça m'a beaucoup intéressé, ça. Donc, avec les enfants, je veux dire, il y a de l'imprévisible et un peu plus de sauvagerie qui fait que tout à coup, c'est incroyablement plus surprenant. Et si c'est plus surprenant, c'est plus intéressant. Voilà. Ouais, merci. Mais ce qui est incroyable, ce que je voulais dire, c'est que on sent que c'est très écrit, parfois, enfin souvent, et qu'en même temps, il y a toujours la fraîcheur d'une première prise et oui, mais c'est un vol de liberté tout le temps. Encore une fois, je ne crois pas à la fraîcheur de la première prise. La première prise, on n'a rien. Je sais, Voilà. mais Donc, on a l'impression comme on n'a rien, on voit des gens, par exemple, qui aiment tourner avec les enfants, Spielberg, mais qui fait peu de prise parce qu'il croit à cette fraîcheur-là. Mais il a peut-être raison d'ailleurs, parce que les enfants chez Spielberg, je ne suis pas spécialiste de Spielberg, mais ils ne sont pas si mauvais que ça, il me semble. Ils travaillent avec. Mais moi, je crois que c'est au bout de 10 prises, de 12 prises, de 14 prises, que finalement, quand les enfants savent ce qu'ils ont à faire, connaissent leurs mouvements, n'ont plus de difficulté devant la caméra, quand finalement c'est su, qu'il n'y a plus de problème de mémorisation, à ce moment-là, on acquiert une liberté comme les grands sportifs acquièrent, et on dit, oh, ça paraît tellement facile, oui, mais ou comme les grands musiciens. Alors, oui, les musiciens, ils travaillent beaucoup, voilà. Mais c'est tout ce travail qui fait que ça semble facile. Donc il faut, dans le peu de temps d'un tournage, se dire que, oui, on va être exigeant, je vais l'être, je vais demander des prises, et on va travailler. Et travailler, ça veut dire progresser d'une prise sur l'autre, et pas du tout refaire une prise et refaire. On ne refait pas une prise, c'est des prises nouvelles à chaque fois qui permettent d'avancer dans le travail et de trouver avec l'enfant parfois, parce que l'enfant peut de temps en temps donner des possibilités qu'on n'avait pas entrevues, et c'est à partir de là qu'effectivement on a ce sentiment d'improvisation qui est totalement bidon. Mais l'important, c'est qu'on ait le sentiment, c'est que le spectateur ait le sentiment d'improvisation et que moi je l'ai au moment du tournage. Donc, si je l'ai, je pense que peut-être que certains vont l'avoir aussi parmi vous. Mais je pense que le travail. Et, encore une fois, se dire que. Quoi, c'est pas, on ne fait pas fabriquer des godasses, on leur demande de jouer. Et jouer. Si vous trouvez plus joueur que des enfants, un adulte, il ne sait pas jouer, il ne sait plus jouer. Vous laissez dans une pièce, il est paumé, il ne fait rien. Vous donnez deux bouts de carton à un enfant dans une pièce, il y a toutes les chances, au bout de 5 minutes, il s'amuse avec ces 2 bouts de carton à trouver un jeu. Donc on a des acteurs, on a des comédiens qui savent mieux jouer que l'adulte la plupart du temps. Donc c'est assez curieux cette défiance qu'on a des enfants. Je ne la comprends pas. Alors, c'était vrai dans les années 70 ou 80 où on n'était pas nombreux à travailler avec les enfants. Mais aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup plus de metteurs en scène qui travaillent et qui aiment travailler avec les enfants. Sans aucun doute, là, on a fait beaucoup de travail. Bonsoir Jacques. Alors pour éclaircir un peu, parce que moi je connais un peu ta façon de filmer, pourquoi est-ce que tu ne passes pas, au lieu de faire 20 prises ou 15 prises, par la répétition? Pourquoi est-ce que tu ne procèdes pas dans ce cas-là? C'est une question que je me pose. Par la forme de certains metteurs en scène qui font de la répétition comme au théâtre, c'est-à-dire qu'ils répètent pour effectivement perfectionner, apprendre, remettre les comédiens dans une fluidité, dans une aisance de jeu. Pourquoi ne passes-tu pas par cette phase plutôt que sur le plateau? La première raison, qui est une évidence absolue, c'est que le manque d'argent fait que des répétitions avec des acteurs, professionnels ou non, c'est plus 6 semaines, c'est 10 semaines, c'est 11 semaines, et donc c'est plus cher. Et généralement, ils ne sont pas libres. Et même s'ils sont libres, ils s'arrangent pour ne pas être libres parce qu'il faut qu'ils se reposent dans un tournage, ou ils ont un tournage, bon. Et avec les enfants, ils sont à l'école, c'est pas si simple que ça. Bon. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, qui est tout aussi juste pour moi, c'est que j'aime bien
qu'il y a une vie de tournage, qu'il y a une vie d'écriture. Donc cette vie de tournage, il faut qu'on démarre de rien, je ne sais rien, ils ne savent rien, on sait qu'il y a une scène, cette scène-là, on connaît les mots, on connaît les notes, il va falloir la jouer, et on va partir de rien. On va partir de juste, ils connaissent le texte, et on va tout doucement se mettre à travailler ensemble. Et donc, c'est dans les 3 heures que ça va se jouer. Et ça me plaît bien qu'on parte de rien, que j'ai pas tellement non plus le sentiment de... Enfin, je ne sais pas trop où je vais, je ne sais pas trop quel va être le rythme de la scène, je ne sais pas trop quelle va être l'humeur exacte de la scène. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas et que je ne veux pas savoir. Et c'est en travaillant ensemble qu'après 8 prises, 10 prises, 12 prises, que tout à coup, voilà, la musique de la scène, on va la trouver, l'humeur de la scène, on va la trouver, le tempo de la scène, on va la trouver. Et j'ai besoin que ça se passe là, ensemble, avec nous. Et si, alors, c'est une petite crainte, c'est pas ça qui me fait dire ce que je dis en ce moment, mais imaginons que pendant la répétition, tout à coup, ça soit passé admirablement et qu'on ait trouvé quelque chose de formidable. Et un mois et demi plus tard, on va repartir de cette scène-là? Non, il y a toutes les chances pour que, en plus, on ne repart pas de ça, que l'enfant ou l'adulte ait le sentiment qu'il avait réussi ça très bien et qu'il se demande bien pourquoi on est obligé de le faire une seconde fois. Et donc, toutes les chances pour qu'il n'y arrive pas aussi bien. Donc, non, partons de rien et essayons d'arriver à la prise qui soit la plus crédible, la plus audacieuse et la plus intéressante possible. Déjà, les prises, elles servent de répétition en elles-mêmes. Déjà, les prises, plusieurs prises, servent déjà de répétition. Il n'y a pas besoin de répétition. Oui. Pardon, Je veux dire, les prises, elles servent déjà de répétition. Oui, enfin... donc, il n'y a pas besoin de répétition. C'est pas de répétition, c'est avancer dans le travail et chercher la scène. Oui. L'idée qu'ont beaucoup de comédiens, c'est d'y arriver tout de suite et de refaire des scènes parce qu'on n'y arrive pas. Oui. Non, l'évidence, c'est qu'on part en sachant pas grand-chose, on essaie de trouver où on veut vraiment aller, on en sait un peu plus que ça généralement quand même, on essaie d'y arriver, petit à petit ça devient de plus en plus clair, ça s'éclaircit, on arrive dans une clairière, et tout à coup on voit le soleil, on voit la lumière, et c'est formidable. Bon. Donc c'est ça, donc c'est un travail qui se fait... ça se voit dans le film, donc c'est ça qui est parfait, qui est bien. Et c'est pas... ça peut pas être l'idée de... voilà, que les comédiens vous imposent, pas les enfants, mais que les comédiens vous imposent quelque chose, leur vision. Moi, j'essaie de pas en avoir de vision. Donc si je suis avec un acteur qui cherche à m'imposer la vision, et quand ça se passe pas très bien avec des acteurs, avec des comédiens professionnels adultes, c'est parce que la plupart du temps, ils cherchent tout de suite à m'imposer leur vision. Alors que on va y aller, on va travailler, acceptons le travail. C'est par le travail qu'on arrivera peut-être à quelque chose. Mais ne m'imposez pas quelque chose, que moi je vous impose pas tout de suite quelque chose. Donc ne m'imposez rien, s'il vous plaît. Et puis ça se fait automatiquement, ce qui n'est pas imposé, bien automatiquement. Mais j'ai vu avant La fille qui pleure, que je n'avais jamais vue. Et là, il y a Lola Doyon, donc votre fille qui est enfant, qui joue dedans. Alors, pour elle, par exemple, c'est une fille, non, elle est géniale, mais je me demande comment ça se passe avec un enfant de cet âge qui est... Alors, parce qu'elle joue avec son père, donc elle joue avec vous. Non, là c'était, je veux dire, j'avais pas conscience qu'on pouvait travailler avec... Alors, Victoire, la jeune fille qui joue dans la jeune fille, la petite fille qui joue en Panette, elle avait strictement 4 ans, fin juillet, le 31, si je ne dis pas de bêtises, on a démarré en septembre, donc elle avait 4 ans et 2 mois. Il me semblait qu'à ce moment-là, au point où j'en étais de mon travail, il fallait passer par le travail. Beaucoup plus tôt, avec ma fille qui avait juste 3 ans,
ça me semblait compliqué de passer par le travail. Donc ce que je faisais, étant donné qu'il y avait 3 techniciens, on n'avait pas un rond, donc ça tournait chez moi, et je jouais dedans, donc ça pouvait bien qu'il n'y avait pas un rond, sinon j'aurais pris quelqu'un d'autre. Mais là, on plaçait la caméra, on accrochait le micro, il n'y avait pas encore de micro à chef à ce moment-là, et je demandais aux trois techniciens de partir, donc on est tout seul, ma fille et moi. Moi je passais discrètement derrière la caméra que j'allumais, je mettais en marche aussi discrètement le magnétophone, je faisais un petit clap manuel discrètement aussi, j'allais m'installer auprès d'elle, et puis on papotait autour de ce qui m'intéressait de la scène. Voilà. Donc il y a une scène notamment sur un divan là, qui est du vol manifeste. Alors, je dis vol manifeste, je suppose que même à 3 ans, évidemment, elle devait sentir que on devait tourner quelque chose qui allait se finir dans le film. Voilà. Mais bon, film à 3 ans, c'est pas qu'est-ce que c'est exactement, bon, compliqué. Mais là, c'était du vol. Voilà. Il n'y avait pas de travail encore. Est-ce qu'à 3 ans aujourd'hui, avec une enfant, je n'aurais pas envie d'aller vers le travail? Je n'en sais rien. 4 ans, ça s'est passé très bien. 3 ans, est-ce que c'est pas quand même un petit peu petit? Je ne saurais pas et je ne le saurais jamais, parce que d'avoir tourné Bonnette est une chance formidable. Aujourd'hui, je ne pourrais pas trouver l'argent pour faire ce film. Je ne pourrais pas trouver l'argent pour faire ce film-là, ce que vous venez de voir non plus. La toilette, je ne trouvais pas d'argent. Donc, tous les films que j'ai faits, il y en a 2 ou 3 sur la petite trentaine qui trouvent l'argent aujourd'hui. Mais les industriels du cinéma, là, qui sont des fanatiques du divertissement et qui dépensent de l'argent pour que les films passent à 21h à la télévision essentiellement, mes films là, c'est pas pour 21h à la télévision. Donc il n'y a pas d'argent pour. Donc si je faisais des films assez souvent et relativement facilement, j'exagère un peu, relativement facilement, il y a 30 ans, 40 ans, aujourd'hui, j'ai bien du mal à faire un film tous les 3 ans. Ouais. Ah bah oui. Merci. En tout cas, c'est un beau film. Très beau. Merci. Bonsoir, merci pour ce film. Donc à propos de la question de l'enfance et de la spontanéité, je crois que c'est vous qui avez écrit les dialogues du film. Qui écrit les dialogues de ce film, c'est vous qui les avez écrits? Oui, enfin, je les ai écrits avec le père de l'enfant. D'accord. Voilà. Donc on les a écrits ensemble et c'était facile parce que ce n'était pas... j'ai toujours eu du mal à travailler avec je préférais écrire seul. Bon, c'est une évidence. Mais dans ce temps où je faisais 2 films dans l'année de temps en temps, je n'avais pas le temps d'écrire seul. Donc il fallait que j'ai une aide et j'aimais beaucoup Jean-François comme personne. Je pensais qu'il pouvait m'apporter beaucoup de choses. Et puis, quand je partais faire un film, je lui donnais l'espèce de départ d'un éventuel film possible à venir. Voilà. Et puis, il avait la force par rapport à des scénaristes professionnels de ne jamais m'imposer quelque chose. Je n'ai jamais pu travailler avec Carrière ou avec Gérard Brache ou avec des scénaristes de renom, parce que c'est des gens-là qui écrivent et qui vous disent ce que j'ai fait est formidable, et donc voilà, on n'y touche quasiment pas. Là, Jean-François, il savait qu'il écrivait des scènes, moi j'en écrivais parallèlement aussi, et je picorais ce qui m'arrangeait dans ce qu'il faisait, et jamais, au grand jamais, il m'a dit, mais ça c'est plutôt pas mal ce que j'ai fait là, il faudrait le garder. Non, voilà, j'avais liberté totale de prendre ce qui m'arrangeait, ce que je voulais, si je ne prenais rien, ça ne me posait pas de problème, voilà. Ou si ça me posait des problèmes, je n'ai jamais su. Voilà, donc c'était tout à fait formidable. Mais depuis 20 ans, où je fais un film tous les 2-3 ans seulement,
je travaille seul parce que là, il n'y a plus de précipitation à faire 2 films dans l'année, ce qui fait que me retrouver seul dans l'écriture me plaît tout à fait, même si je reconnais l'apport formidable de Jean-François Goyet sur 2, 3, 4 films que j'ai fait avec lui. Et je voulais savoir justement, par rapport au langage que vous avez composé pour ce dialogue, est-ce que vous avez essayé d'imiter le langage des enfants ou d'inventer une langue un peu hybride Non, c'était... Marat avait un vocabulaire vraiment riche et Jean-François, écrivant les 2 tiers du dialogue de Marat, il prend beaucoup à Marat. Donc la façon dont Marat parle dans le film, c'est la façon dont elle parlait dans la vie. Sur les autres films avec casting d'enfants que je ne connaissais pas, j'ai toujours, avec le peu d'argent que j'avais pour faire des films généralement, mis la plus grande partie de l'argent dans le casting. Donc la drôlesse, les garçons et la fille qui cherchent l'enfant, c'est 3 départements, c'est toutes les écoles primaires de 3 départements, c'est donc à peu près au moins 2000 enfants. Bonnette, c'est 5 jeunes stagiaires qui cherchent des enfants dans les plus grandes villes de France, sauf Paris, et c'est donc certainement 5 à 7 000 enfants qui sont vus et enregistrés. Ce qui veut dire que pour chaque film, j'avais un petit journal, un petit cahier, et je notais tout ce qui me semblait intéressant, sachant qu'il n'y a pas un langage d'enfant et qu'un enfant à côté d'un autre enfant, c'est même un frère à côté d'une sœur, il ne parle pas forcément de la même manière, n'aime pas les mêmes mots, ne s'exprime pas de la même manière, et bon, je me rends compte combien un enfant aussi peut tout à coup voler la phrase de sa mère, de son père, de l'incite, tout à coup entendre des choses chez un enfant qui ne sont pas du dialogue d'enfant, c'est du dialogue emprunté. Donc c'est très compliqué, mais j'avais tous ces cahiers qui me permettaient à chaque fois de piocher ce qui m'intéressait, et pour chaque film, de me dire que pour que les enfants aussi semblent un peu plus justes, qu'il ne fallait pas leur donner un vocabulaire et des phrases qui ne leur convenaient pas. Donc quand je répétais juste la phrase en début de tournage, ou par exemple sur Penel, enfant de 4 ans, de 5 ans et de 6 ans, le texte était appris puisque les enfants ne savaient pas lire. Donc tous les soirs, j'assistais à l'apprentissage du texte, et tous les soirs, on envoyait la phrase qui était apprise très vite. Bon, la mémoire de l'enfant étant formidable, c'était appris très vite. Mais parfois, l'enfant, la deuxième fois, la troisième fois, renvoyait une phrase, la même phrase, un peu différemment dite. Et je disais immédiatement, on renvoie avec la fille qui lui donnait le texte, je disais, tu lui renvoies la phrase qu'elle vient de dire. Donc, je me suis toujours adapté parce que c'est absurde de compliquer le jeu de ces enfants si ce qu'ils disent ne leur est pas relativement familier. Enfin, s'ils ne peuvent pas se mettre en bouche et en tête facilement. Voilà. Donc j'ai toujours été très attentif à ça. Et donc c'est écrit par un adulte, mais c'est quand même repris, recorrigé en permanence par les enfants. Et après, c'est appris par cœur quand on est... le matin du tournage, le texte ne va plus certainement bouger beaucoup. Hein. Ça peut arriver quelquefois, mais généralement plus du tout. Voilà. Mais il y a eu un travail avec l'enfant qui a été important. Et à chaque fois que j'ai fait des films avec des enfants ou avec des adolescents, enfin, j'ai toujours fait ce travail-là tout le temps. Alors après, on me dit, vous êtes avec les enfants, vous savez vous y prendre. Oui, mais je ne suis pas dans ma tour d'ivoire en train d'écrire des langages
un langage pour les enfants de 5 ans, 7 ans, 8 ans, sans les entendre énormément. Et pour, par exemple, pour connaître enfants de 4 ans, principalement 5 ans et 6 ans, je n'ai pas écrit de dialogue avant le 5e mois. J'ai attendu que le casting soit terminé, et quand le casting s'est terminé, je me suis dit, là, maintenant, je peux écrire pour les enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Mais 5 mois plus tôt, ça aurait été monstrueux, mensonger, enfin, ça n'aurait pas été, le dialogue n'aurait pas tenu le coup, enfin, voilà. Donc, je pense que du côté de ce travail-là, je l'ai fait à chaque fois, et je pense que pas tellement de cinéastes, pas tellement de scénaristes font ce travail-là. Et ils ont tort. Merci. Une petite dernière pour la honte. Je vais vous poser une question sur les lieux du tournage. Tout à l'heure, vous parliez de Madrid. Est-ce que toutes les scènes ont été tournées en Espagne? Non, enfin, toute la partie Aix-en-Provence jusqu'à la frontière, enfin, il y a une partie plus importante d'ailleurs, si je me souviens bien, qui était tournée en France, et à un certain moment, oui, on passe la frontière et on va... et le dernier tiers, j'ai l'impression, est tourné en Espagne. Je dis dernier tiers, je me trompe peut-être, mais peut-être pas, non, c'est ça. Pourquoi ce choix, finalement Pardon? Pourquoi ce choix de terminer le tournage en Espagne? Ça m'amusait assez bien que le père propose d'aller voir avec une fille qui était déjà plutôt pas mal cultivée, d'aller lui montrer les Goya, et qu'on se trouve à Madrid en arrivant, c'est un scénario, c'est pas dans la réalité, qu'il se trouve arrivé et que c'est le jour de fermeture du musée. Voilà, bon, petite pitrerie innocente. Est-ce que quelqu'un va intervenir pour une dernière question? Non, ben, Eh ben, écoutez. merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.